Le message de ma mère est arrivé à 23h27. L'écran a clignoté une fois, illuminant l'appartement sombre. On a changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. On va voir si tu es aussi courageuse maintenant. Pendant un instant, je n'ai fait que fixer le message. Les mots ne semblaient même pas réels. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran comme s'il risquait de me brûler si je le touchais. Je l'ai lu une fois, puis deux, puis une troisième fois, jusqu'à ce que chaque mot se grave dans mon cerveau comme le gel qui fissure la pierre. Je m'attendais à des larmes, peut-être de la colère, peut-être de la peur. Mais ce qui est venu à la place était quelque chose de plus silencieux, de plus froid, une clarté limpide. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai pas appelé. Je ne me suis pas effondré. J'ai souri. Parce que la vérité qu'aucun d'eux ne semblait comprendre, c'est qu'un foyer n'était pas un bâtiment. Ce n'était pas à eux de me le prendre. Et ce qui allait suivre allait anéantir le confortable empire qu'ils avaient bâti sur la cupidité, les mensonges et mon obéissance. Je n'ai pas regretté une seule seconde. Si vous avez déjà été utilisé, épuisé et rejeté par votre propre famille, les personnes qui auraient dû vous protéger, alors vous connaissez déjà le goût de ce genre de trahison, appuyez sur le bouton d'abonnement de votre âme, car cette histoire ne parle pas de vengeance pour le plaisir de la vengeance. Elle parle de justice rendue avec des papiers et de la précision. Elle parle de ce qui arrive quand la cupidité familiale rencontre la stratégie juridique et perd. Je m'appelle Juliette Durand. J'ai 28 ans, une comptable passionnée par les chiffres avec une mémoire d'éléphant pour les détails, ce qui s'est avéré être à la fois ma malédiction et mon salut. J'ai grandi dans un joli pavillon sur 2 étages à Caluire et Cuire, près de Lyon, avec des volets blancs aux fenêtres et un érable qui perdait ses feuilles rouges chaque automne. De l'extérieur, n'importe qui nous aurait qualifié de famille parfaite. À l'intérieur de ces murs, la perfection était une performance, et j'étais la technicienne de scène qui assurait le bon déroulement du spectacle. L'exploitation a commencé de manière assez innocente. Ou ce qui passe pour innocent quand on est trop jeune pour voir les schémas. J'avais 14 ans quand mon père a commencé à donner des ordres au lieu de faire des demandes. Juliette, va chercher l'échelle. On répare les gouttières. Ou, Juliette, viens tenir la lampe de poche. Les week-ends disparaissaient dans la sueur et la sueur. Pendant que les autres filles de mon âge expérimentaient le maquillage et les potins, je ponçais des clôtures et grimpais sur les toits. Mes paumes étaient un patchwork de coupures dues à la manipulation d'outils trop lourds pour mon âge. Mon dos me faisait constamment mal, mais chaque plainte recevait la même réponse bien rodée. « Tu es plus solide que n'importe quel fils que j'aurais pu espérer », disait papa en riant. M'ébouriffer les cheveux comme ça effaçait la fatigue. Maman hochait la tête en signe d'approbation. La famille, c'est fait pour s'entraider. Juliette, tu es si bricoleuse. Chloé est si délicate. Délicate. C'était le code familial pour « préférer ». Chloé, ma sœur cadette, a toujours été l'orchidée au soleil, tandis que j'étais la racine qui soutenait la fleur à travers la terre. Je croyais à leurs histoires, que le travail manuel forgeait le caractère, que c'était de l'amour déguisé en discipline. À 17 ans, j'étais si endoctrinée que dire non me semblait aussi cruel que de l'être. Puis les faveurs financières ont commencé. Subtil au début, les fins de mois sont difficiles, soupirait maman. Pourrais-tu nous aider avec la facture d'électricité ? Elle le disait comme si elle me demandait de passer le sel à table. Plus tard sont venues les mensualités du crédit immobilier, les dépenses imprévues, les douces manipulations qui me faisaient sentir fière de résoudre des problèmes qui n'étaient pas les miens. À 21 ans, j'ai réalisé que mes parents n'avaient pas seulement accepté mon aide, ils en dépendaient. J'étais la source de revenus invisibles finançant leur illusion de stabilité pendant qu'ils mettaient discrètement de côté chaque centime disponible pour l'avenir de Chloé. Quand je posais des questions sur les vacances ou les petits luxes, on me répondait que ce n'étaient pas les priorités du moment. Pendant ce temps, Chloé a eu une voiture neuve pour ses 18 ans, les frais de scolarité entièrement payés pour une école de commerce privée et coûteuse, et un voyage tout frais payé en Italie pour étudier l'art. Je travaillais des journées de 12 heures, jonglant avec les tableurs des clients tout en mangeant des nouilles instantanées à mon bureau. Mais l'amour a une façon de se déguiser en logique quand on a été entraîné à accepter des miettes. Je me disais que c'était juste parce que j'étais la plus forte, la plus responsable.
Être la fille sur qui on peut compter me donnait le sentiment d'être importante. Puis, il y a environ 1 an, cette illusion s'est fissurée. J'ai d'abord remarqué de petites choses. Des chuchotements qui cessaient quand j'entrais dans la pièce. Des discussions sur les projets d'avenir de la famille où mon nom n'était jamais mentionné. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas le prouver jusqu'à cette nuit de mars. Je suis rentrée tard de mon travail de comptable, les épaules lourdes de la fatigue de la période fiscale, quand j'ai entendu des voix dans la cuisine. J'ai failli passer sans m'arrêter jusqu'à ce que j'entende mon nom. Alors, je me suis figée et j'ai écouté. L'acte de propriété est à nos noms seuls, dit doucement maman. Juliette ne se rend pas compte que toute son aide était volontaire. Elle n'aura rien quand on vendra. Papa a gloussé, un son grave et méchant qui n'appartenait pas à l'homme en qui j'avais autrefois eu confiance. Elle n'a jamais demandé de papier. Typique de Juliette. Tout dans le cœur, rien dans la tête pour les affaires. Puis est venue la voix de Chloé, hésitante, mais curieuse. Mais elle ne s'attendra pas à quelque chose ? Maman a reniflé. S'attendre à quoi ? Elle a fait des cadeaux. Les cadeaux n'achètent pas la propriété. J'ai agrippé le mur jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Il prévoyait de vendre la maison. Celle que j'avais peinte, entretenue, financée, et de m'exclure complètement. Ma propre famille complotant comme des mafieux se partageant un butin volé. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas confrontés. Au lieu de cela, je suis allée dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à monter tranquillement le dossier qui allait les anéantir. Pendant les 6 mois suivants, j'ai vécu 2 vies. Le jour, une comptable discrète. La nuit, une chasseuse de documents. Chaque reçu, chaque email, chaque virement numérique, tout est devenu une pièce d'un puzzle juridique. L'arrogance de mon père a été mon alliée secrète. Il n'a jamais tenu une comptabilité rigoureuse. Il m'envoyait des virements rapides de mon compte au sien avec des notes vagues comme « aide » ou « temporaire ». J'ai tout catalogué. 47 000 € de contribution au crédit immobilier, 23 000 € en fourniture de rénovation, 15 000 € de plus en facture de service public que j'avais couverte quand il prétendait avoir des difficultés financières. 85 000 € en tout, soigneusement tracés jusqu'à moi. Ajoutez à cela 13 ans de travail non rémunéré, à peindre les façades, remplacer les tuiles, réparer les systèmes de drainage pour lesquels n'importe quel entrepreneur aurait facturé des dizaines de milliers d'euros. J'ai créé des tableurs si détaillés que même l'administration fiscale aurait applaudi. Une fois ma montagne de preuves complète, j'ai rencontré discrètement 3 avocats différents pour confirmer ce que mon instinct savait déjà. Légalement, j'avais une revendication, et une solide. Mon nom n'était peut-être pas sur l'acte de propriété, mais le droit de propriété ne s'écrit pas toujours noir sur blanc. Il s'écrit avec des preuves, du sang, de la sueur et des relevés bancaires. Alors, j'ai attendu. Quand le message est arrivé cette nuit de septembre, on a changé toutes les serrures. Tu n'as plus de maison. On va voir si tu es aussi courageuse maintenant, il ne m'a pas brisée. Il a complété le tableau. Cette provocation à la fin était le dernier clou dans le cercueil de leur récit de cruauté. Cela prouvait l'intention. Cela rendait leur motivation limpide. Ils pensaient m'exclure. Ce qu'ils avaient réellement fait, c'était me donner la dernière pièce du puzzle dont j'avais besoin pour réduire leur petit empire en cendres. Et cette fois, légalement. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. À 7 heures précises le lendemain matin, je suis arrivée au travail avec un café dans une main et le téléphone dans l'autre. Mon avocat a répondu à la 2e sonnerie. Juliette, bonjour. J'ai souri, les yeux fixés sur le lever du soleil qui perçait à travers les stores du bureau. Déposez la requête, ai-je dit, ma voix stable malgré l'adrénaline qui rugissait dans mes veines. Il n'a pas eu besoin de clarification. Nous préparions ce moment depuis des mois. 2 jours plus tard, l'avocat de mes parents a appelé sur mon téléphone dans un état que je ne peux décrire que comme de la panique. Mademoiselle Durand, nous avons un sérieux problème ici. Nous devons en discuter immédiatement. Bien sûr, ils avaient un problème. Leur cage de contrôle en fer avait des fissures, et je venais de les élargir en une fracture complète.
Mais je n'ai pas rappelé tout de suite. Je voulais qu'ils marinent. Je voulais qu'ils réalisent que la fille qu'ils avaient utilisée et méprisée pendant des années était devenue une femme qui comprenait exactement comment fonctionnait le pouvoir. La confrontation a eu lieu la semaine suivante dans une salle de médiation stérile en centre-ville. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, baignant tout d'une clarté crue et impitoyable. Une longue table dominait l'espace avec mon équipe juridique d'un côté et la leur de l'autre. Ils sont entrés les premiers, mon père le visage rouge et fanfaron, ma mère essayant de maintenir son air habituel de supériorité, et Chloé, l'air confus et légèrement terrifiée. Pour la première fois depuis des mois, j'étais dans la même pièce que trois, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas d'amour résiduel, juste une concentration froide et professionnelle. Je n'ai établi de contact visuel avec aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai posé un épais dossier en carton sur la table et l'ai fait glisser vers le centre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé mon père, sa voix portant ce ton familier d'autorité dédaigneuse. Mon avocat a ouvert le dossier avec une précision délibérée. La documentation des contributions financières de ma cliente à la propriété en question, ainsi que les preuves du travail et des matériaux fournis sur une période de 14 ans. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque relevé bancaire, chaque reçu, chaque trace financière que j'avais méticuleusement rassemblée. Des virements bancaires totalisant 47 000 € pour les mensualités du crédit. Des reçus pour 23 000 € d'amélioration et de réparation de la maison, des paiements de factures de services publics pendant leurs prétendues urgences financières, des factures d'entrepreneurs pour des travaux que j'avais financés quand ils prétendaient ne pas pouvoir se permettre les réparations nécessaires. Mais la preuve la plus accablante était une série de SMS et de mails où ils avaient explicitement demandé mon aide financière, promettant que ce serait temporaire et qu'ils se rattraperaient une fois leur situation améliorée. Mon père a feuilleté les pages, son sourire confiant s'effondrant à chaque tour. Ma mère a essayé d'interrompre plusieurs fois, mais sa voix se bloquait dans sa gorge à mesure que l'ampleur de la documentation devenait claire. Chloé restait assise là, ses yeux allant des papiers au visage de ses parents, réalisant enfin qu'elle n'était pas la fille chérie d'une famille heureuse. Elle était la bénéficiaire d'un plan calculé pour exploiter sa sœur. C'est ridicule, a finalement balbutié mon père. C'était des cadeaux, la famille qui s'entraide. Juliette n'a jamais demandé d'arrangement formel. La réponse de mon avocat fut calme et précise. Monsieur Durand, ces documents montrent un schéma de contribution sollicitée, faite sous la présentation qu'il s'agissait d'une aide temporaire pendant des difficultés financières. Ma cliente a la preuve que vous et votre femme avez délibérément dissimulé votre véritable situation financière tout en acceptant ces paiements. Il a sorti une autre série de documents, des relevés bancaires que j'avais obtenus par voie de justice, montrant la situation financière réelle de mes parents pendant les périodes où ils avaient prétendu avoir besoin de mon aide. Ils avaient des comptes d'épargne et des portefeuilles d'investissement substantiels pendant tout ce temps. De plus, a poursuivi mon avocat, le SMS que votre femme a envoyé à ma cliente, la menaçant explicitement de la mettre à la rue, démontre une intention malveillante de la priver des bénéfices de ses contributions. Le silence dans cette pièce était suffocant. J'ai regardé les visages de mes parents alors que la réalité de leur situation s'imposait à eux. Cette maison, leur forteresse, leur royaume, leur arme contre moi, leur échappait. Ma mère a essayé de parler en premier, sa voix tremblante et désespérée. Juliette, ma chérie, tout cela est un malentendu. Nous n'avons jamais voulu. Vous n'avez jamais voulu que je documente tout, l'ai-je interrompu, m'adressant directement à elle pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Vous n'avez jamais voulu que je comprenne le droit de la propriété. Vous n'avez jamais voulu que je réalise que je subventionnais votre style de vie depuis des années pendant que vous économisiez votre propre argent pour l'avenir de Chloé. Le visage de mon père a viré à un violet inquiétant. Après tout ce que nous avons fait pour toi, après t'avoir élevé, logé, nourri. Après m'avoir utilisé comme main-d'œuvre non rémunérée pendant 14 ans, l'ai-je coupé. Après avoir pris 85 000 € de mon argent sous de faux prétextes. Après avoir prévu de vendre la maison que j'ai aidé à construire et à entretenir sans me donner un centime des bénéfices. Mon avocat a exposé nos exigences avec une précision chirurgicale. Ma cliente ne demande pas le remboursement de ses contributions. Elle demande sa part légitime de propriété dans le bien,
basé sur ses contributions. Compte tenu des preuves documentées d'investissement financier et de travail, nous demandons une participation de 50% dans la propriété. La pièce a explosé. Mon père s'est mis à crier sur les enfants ingrats et l'extorsion légale. Ma mère a fondu en larmes, se lamentant sur la loyauté familiale et sur le fait que je détruisais tout. Chloé est restée assise là, en silence, choquée, calculant probablement de combien son héritage venait de diminuer. Mais je suis restée calme, concentrée. J'avais passé des mois à me préparer pour ce moment, et leurs manipulations émotionnelles ne pouvaient plus m'atteindre. Quand le juge a signé l'ordonnance du tribunal 6 semaines plus tard, je me tenais devant le palais de justice, tenant les documents officiels qui me donnaient la propriété légale de 50% du bien, non pas parce que ma famille avait généreusement décidé de m'inclure, mais parce que la loi avait reconnu ce qu'ils avaient essayé de nier. J'avais gagné ma part dans cette maison grâce à des années de contributions financières et de travail. La première chose que j'ai faite n'a pas été de réemménager dans la maison. Cet endroit était empoisonné par trop de souvenirs, trop d'années de manipulation et d'exploitation. D'ailleurs, ils avaient changé les serrures. Rappelez-vous, ils avaient clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue là-bas. Au lieu de cela, j'ai forcé la vente de la propriété. En tant que propriétaire à 50%, j'avais le droit légal d'exiger la liquidation si je ne parvenais pas à un accord avec les autres propriétaires sur l'utilisation du bien, et comme mes parents avaient très clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas vivre avec moi, et que je n'avais aucune envie de vivre avec eux, la vente était la seule option logique. La maison s'est vendue pour 680 000 €, bien plus que ce qu'ils avaient probablement prévu, grâce à toutes les améliorations que j'avais financées au fil des ans. Ma part s'élevait à 340 000 €, moins les frais de justice et les impôts. Mais voici la plus belle partie. Mes parents comptaient sur la vente de cette maison pour financer leur retraite. Ils avaient prévu d'empocher la totalité des 680 000 €, d'en utiliser une partie pour acheter un logement plus petit et d'investir le reste pour leurs vieux jours. Au lieu de cela, ils sont repartis avec 340 000 € avant leurs propres frais de justice et impôts, à peine assez pour acheter un modeste appartement dans un quartier moins prisé. Leurs rêves d'une retraite confortable et aisée se sont évaporés du jour au lendemain. Avec ma part des bénéfices, j'ai acheté une belle maison de ville dans un quartier calme de l'autre côté de Lyon. Elle est plus petite que la maison familiale, mais elle est entièrement à moi. Chaque mensualité de crédit, chaque facture de service public, chaque amélioration est mon choix et ma responsabilité. Ils essaient encore de me contacter parfois. Mon père envoie des emails pleins de culpabilisation. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. Ma mère laisse des messages vocaux dégoulinants de faux remords. La famille est censée pardonner, Juliette. Tu vas le regretter quand nous ne serons plus là. Chloé a essayé de jouer les médiatrices, suggérant une thérapie familiale et prétendant qu'elle n'était jamais au courant de leur plan pour m'exclure. Mais elle était assise à cette table de cuisine, discutant de la manière de me priver des bénéfices. Elle savait exactement ce qui se passait. Je ne réponds à aucun d'eux. J'ai bloqué leurs numéros, filtré leurs emails et j'ai continué ma vie. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'ils ont changé ces serrures et m'ont envoyé ce message cruel, ils pensaient me prendre ma sécurité et mon avenir. Ce qu'ils ont réellement fait, c'est me donner la preuve dont j'avais besoin pour réclamer ce qui m'appartenait de droit. Ils voulaient me mettre à la rue. Au lieu de cela, ils ont perdu leur propre maison et la sécurité de leur retraite. Et maintenant, quand je suis assise dans mon salon, sirotant un café dans le silence paisible de mon propre espace, je souris. Je souris parce que les serrures qu'ils ont changées n'ont pas d'importance. J'ai mes propres serrures maintenant. Je souris parce que la maison qu'ils ont essayé de garder est vendue et que la moitié de l'argent est à moi. Et je souris parce que ce message destiné à me briser est devenu la preuve finale de leur trahison. Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui pensent vous connaître le mieux. Elles supposent que vous serez toujours la personne qu'elles vous ont conditionnée à être. Conforme, généreuse, facile à manipuler. Mais les gens grandissent, les gens apprennent, et parfois, les gens se défendent. Si cette histoire a résonné en vous, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de tenir tête aux membres de familles toxiques. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû engager une action en justice contre une famille qui a essayé de vous utiliser ?
Quel a été votre point de rupture? Vos histoires aident les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans ces situations. A spear cooldown reduction. I mean, I could get that and sell that later. We're gonna fight. We need to fight Abrams as a team. You think you can bully me? They've destroyed our Yellow Walker. Please, Drifter. Why? Why am I in a game with Drifter? I literally avoid this character because he's fucking ass right now. Literally my least favorite character to play against. I'd rather play against Warden. And that says something. The spirit urn is waiting to be claimed. Broadway is under attack. Drifters won. The Drifter will kill us all if we don't stop him. At least I don't have to tip him anymore. At least I got the assist with Drifter. Also, I'm just realizing now the music might still be loud.
excellent grade.